Dernièrement, nous avons vu comment mettre en place la communication asynchrone entre deux services en utilisant Apache Kafka. Mais il arrive souvent que dans les applications de type monolithique, on ait besoin de faire du traitement asynchrone. Par exemple, lorsqu'on a fait un traitement et qu'on va envoyer un email, on ne va pas attendre par exemple que l'email soit complètement envoyé avant de répondre à l'utilisateur. Eh bien, c'est exactement ce que nous allons voir aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut mettre ça en place sur une application monolithe? Je ne vous en dis pas plus, place à la pratique. Afin de démarrer sur une bonne base, j'ai créé une petite API ici pour gérer finalement le traitement de nos commandes sur notre application. Donc ici, notre application, on a un seul endpoint qui a un post. Notre post va permettre du coup d'envoyer le produit qu'on veut, la quantité et ensuite notre email, donc l'email du customer. Et donc ici, on va voir un petit peu le flux, comment ça se passe. Je vous propose de démarrer directement l'application qui est en place et ensuite on va la décortiquer au fur et à mesure. Donc ici, notre application démarre correctement. On va lancer notre post ici. On va voir que ça va prendre un certain nombre de temps et on va comprendre pourquoi lorsqu'on va disséquer l'application. On va voir qu'elle a fait à peu près 6 secondes. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi. Cela a été fait intentionnellement, bien sûr. Donc, si je regarde ici, je vais regarder mon point d'entrée qui est mon order controller. Alors, dans mon order controller, ce que je fais ici, c'est que je vais enregistrer le temps de départ, le temps que le process order a fait, et finalement, je vais l'afficher ici. C'est pour ça qu'on a bien notre 6 secondes ici. Donc, la méthode qui va nous intéresser, c'est notre process order. Dans notre process order, on va regarder ici directement. On va voir que dans notre order service, on va avoir 3 services. Donc, finalement, ici, le process order, qu'est-ce qui va se passer? On va afficher les infos ici et on va faire notre process. Dans notre process ici, ça va être toute la logique pour pouvoir commander. Donc, ça veut dire par exemple vérifier qu'il y a du stock pour le produit en question avec la quantité qui a été demandée par l'utilisateur. Et une fois qu'on aura fait ça, on va créer du coup notre commande. Donc, lorsqu'on aura créé notre commande et qu'on aura fini de faire notre process, il y a plusieurs choses qu'on peut faire en parallèle. Comme par exemple, envoyer un email de confirmation, générer une facture et mettre à jour le stock. Et pour ces 3 opérations, on a des services différents. Et donc, ces 3 services ici, intentionnellement, on a mis un délai. Ça veut dire si je regarde ici par exemple confirmation, ici, je vais voir que dans mon process email, j'ai mis un thread sleep de 2 secondes, ce qui fait en sorte que lorsqu'on accumule, on a bien nos 6 secondes. Ça veut dire nos 3 services, chacun va faire 2 secondes. C'est intentionnel justement pour pouvoir vous montrer la différente latence. Ça veut dire que lorsqu'on va faire une requête, finalement, vu qu'on a toutes ces opérations qui s'enchaînent et qu'on est dans un système synchrone, notre utilisateur se retrouve en train d'attendre les 6 secondes que toutes les opérations soient terminées avant de pouvoir avoir la réponse. Alors qu'à la place, lorsqu'on a déjà fait notre process ici et qu'on sait que notre commande peut être passée, on peut directement dire à l'utilisateur, OK, ta commande est passée et toutes les autres opérations peuvent se faire de manière asynchrone. Donc, ça fait en sorte ici que si on revient sur notre schéma, on va voir ici que lorsqu'on place notre ordre, on envoie un email, ça prend 2 secondes, générer une facture, ça prend également 2 secondes et mettre à jour le stock, ça prend aussi 2 secondes. Ça a été fait à dessein justement pour le tutoriel. Et si on regarde ici dans les logs, on va se rendre compte que le thread HTTP va rester occupé pendant du coup les 6 secondes. On va revenir ici pour voir les logs. Et si on revient dans les logs de notre application ici, je vais agrandir un peu là. Ce qu'on va voir ici, c'est que lorsqu'on fait notre processing order ici, on va voir ici que sur le thread principal, qui est le thread de Tomcat, dans le HTTP, on va voir que l'email de confirmation, c'est sur ce thread, la facture, c'est sur ce thread, et également ici, finalement, le stock, c'est sur le même thread. Ça fait que le thread, il est bloqué pendant toutes ces opérations alors qu'elles peuvent être faites de manière asynchrone. Donc, la solution, ça va être tout simplement de rendre les 3 appels non bloquants. Ça veut dire qu'on va les mettre sur d'autres threads pour qu'ils puissent s'exécuter de manière asynchrone et en parallèle, et on n'a pas à bloquer finalement le thread principal. Pour ça, on va utiliser 2 annotations. La première annotation qu'on va mettre au niveau de notre application, enable async, et ensuite ici une annotation qu'on va mettre au niveau de la méthode pour pouvoir rendre la méthode asynchrone. Ça va faire en sorte qu'on puisse avoir une réponse finalement quasi immédiate parce que toutes les opérations vont se faire en background. Donc pour ça ici, on va revenir, on va arrêter notre application ici. Ok, je vais faire un peu d'espace ici. Je vais revenir au niveau de mon application. On a dit qu'on va mettre notre enable async. Dans le enable async, c'est très important pour pouvoir dire que notre application va avoir des traitements asynchrones. Donc si vous la mettez pas, elle ne fonctionnera pas. Donc c'est hyper important de pouvoir mettre cette annotation ici. Et ensuite, on va revenir sur nos différents services ici, notre email service, et on va tout simplement annoter notre méthode ici avec notre async. Tout simplement, je vais copier la même annotation comme ça et je vais la mettre dans tous les autres services. Hop, ici comme ça, et pareil ici pour invoice. On met notre annotation async. Juste avec cette annotation, on va se rendre compte qu'on va avoir une réponse quasi immédiate. Donc, on va démarrer notre application. C'est tout simplement parce qu'il y aura du traitement asynchrone derrière. On va avoir notre application qui a démarré. Si je reviens ici, du coup, dans mon appel et que je relance ici, hop, vous allez voir ici que je vais avoir ma réponse en 2 millisecondes. Et si je reviens ici maintenant dans mes logs et que j'agrandis ici pour voir ce qui s'est passé, je vais voir que je fais bien mon process ici dans mon order service. Il me dit bien le rappel de mes éléments. Ensuite, ici, on va envoyer du coup notre confirmation email ici sur le thread avec task 1. Donc, vous allez voir qu'il va créer un nouveau thread ici, un nouveau thread pour la facture et également un nouveau thread pour le stock. Donc, on voit bien que pour chacune des opérations asynchrone, un thread a été créé avec du coup un nom ici task identifié ici avec un numéro. Donc ça permet de faire en sorte du coup qu'on libère le thread principal et comme ça chacune des opérations est effectuée en parallèle et vous allez vous rendre compte que ça se passe
quasiment finalement le total en à peu près 2 secondes, parce que finalement chacun est traité sur son thread et ils sont pas mis les uns après les autres. Maintenant, une chose hyper importante qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre, c'est que async ne fonctionne qu'à travers le proxy Spring. Donc, ce qui se passe lorsqu'on met la notation async, en réalité, c'est que le service qui appelle va passer par un proxy pour pouvoir justement effectuer l'opération. Donc, admettons par exemple qu'on veut appeler du coup notre méthode qui est annotée async à l'intérieur de la classe, on va avoir un problème parce que ça ne va pas passer par le proxy. Donc, ça revient à faire une exécution synchrone. Donc, pour comprendre ça, ça veut dire que si je me retrouve ici, dans par exemple ma méthode invoice service, si je crée une autre méthode qui doit appeler le generate invoice, ça va être synchrone tout simplement parce que je suis dans la même classe. Pour que ça puisse fonctionner, il faut passer par le proxy Spring et pour ça, il faut que ce soit un autre service ou une autre classe qui appelle la méthode de notre invoice service pour pouvoir faire le traitement sur un autre thread. Maintenant, on a réussi à avoir le traitement asynchrone, c'est très bien, mais avec cette façon de faire, il va y avoir un problème. Alors, si on regarde ici, lorsqu'on utilise la notation async, on va utiliser le simple async task executor. Alors, c'est quoi? C'est tout simplement celui qui va se charger de créer de nouveaux threads à chaque fois qu'il va y avoir une méthode qui est asynchrone dans le traitement. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va avoir un appel, on va avoir un thread créé. Il n'y a aucune limite qui a été faite. Donc, sur une forte charge, on peut avoir un out of memory error. On sait qu'une machine est limitée dans sa capacité, donc on ne peut pas créer des threads de manière infinie. Vu qu'on n'a pas de pooling, pas de limite, pas de queue, ça peut être un vrai problème. Et pour ça, donc, pour éviter ça, on va créer ce qu'on appelle un thread pool task executor qui va permettre de centraliser la création et la gestion des threads de sorte qu'on puisse ne pas avoir de problème de limite. Pour mettre ça en pratique, on va revenir ici sur notre application, on va arrêter ça et on va créer une configuration. Donc, alors, ce qu'on va faire ici, c'est tout simplement créer une classe de config. Hop, je vais appeler ça config. On va mettre ici .a5 config. OK. Donc, notre classe de configuration, on l'ajoute et ici, on va mettre notre notation configuration. OK. C'est notre configuration. Hop, ici, je vais mettre ici slf4j aussi pour les logs. Et donc, ici, ce que je vais faire, ça va être d'implémenter un async configurer. Donc, je vais faire ici un implement. Hop, je vais mettre ici un async configurer. OK. Et donc ici, je peux aller regarder pour voir notre async configurer. Il va y avoir deux méthodes. Notre get async executor qui va nous permettre de créer un task pool executor et de le configurer. Et ensuite ici, on a si on veut gérer finalement, si on veut mettre en place un exception handler. Ici, on va juste prendre le nom de cette méthode. On va revenir là et on va la mettre en override. Donc hop, ici, je vais mettre mon override, OK. Et je vais mettre ça en bin, notre bin ici. Et dans mon bin ici, je vais lui donner un nom. Ce nom va servir de référence lorsque finalement je vais passer du coup mon async. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appeler order task executor. OK? Et donc ici, je vais faire un public app executor. OK? Et donc je vais appeler ça get async executor. Donc hop, je vais me passer de ça et je vais créer mon propre ici executor. Donc je vais faire un var ici pour mon executor. Hop, je vais mettre égal à new thread pour le task executor. OK? Et donc, je vais faire la configuration étape par étape. Donc là, il me propose une configuration par défaut, l'IA, mais je ne vais pas utiliser celle-là. Donc, je vais prendre mon executor, hop, ici, le core pool size. Donc ici, je vais mettre 4. Rappelez-vous qu'on a 3 services, ce qui veut dire que normalement, ça suffit largement pour nos 3 services. Donc ici, le core pool, c'est le nombre de threads que je vais avoir disponible dans mon pool de threads. Ensuite, ici, je vais faire le max. Alors, je vais mettre executor et je vais setter le max. Le max pool, je vais le mettre à 8. Lorsque les 4 vont être totalement occupés et que la file d'attente va également être pleine, tu vas pouvoir augmenter à 8 threads maximum. Donc ça dépend de vos machines. Moi, je vais mettre à 8 ici, mais vous pouvez configurer comme vous le souhaitez. On parlait de fil tout à l'heure, donc je vais mettre la queue capacity. Ça veut dire que je vais dire dans ma file, je veux par exemple qu'il y ait 10 tâches maximum. Ensuite ici, hop, je vais mettre encore configuration executor, je vais mettre ici le thread name préfixe. Hop, ici, moi, je vais appeler ça, on va appeler ça order async, tiret. Ça, c'est un tiret. Donc ça, c'est le nom, le préfixe pour les threads. Et ensuite, ici, ce sera concaténé avec le numéro du thread. Et ensuite, ici, hop, je vais tout simplement venir ici faire mon executor. Je vais faire mon set reject execution handler. Et là, je vais mettre tout simplement un new. Hop, ici, on va mettre un color run policy. Si aussi on a atteint notre max pool size et que notre file d'attente est à 10 également, et qu'il y a une nouvelle tâche qui va arriver à ce moment-là, le comportement normal lorsque ça arrive, c'est tout simplement de dire, OK, bah, il n'y a personne qui peut exécuter ta tâche, donc on va mettre une erreur pour bien vous dire que la tâche va pas être faite. Lorsqu'on va mettre cette policy, on va forcer le thread qui amène du coup cette tâche, tout simplement. Normalement, ça va être par exemple Tomcat qui va amener cette tâche. On va lui dire, bah, toi, exécute-la parce que pour l'instant, dans mon pool, je suis complet. Donc, c'est tout simplement à ça que sert cette policy. Et à la fin, ici, je mets mon executor. Ici, je fais mon initialize et je fais mon return ici de executor. Donc, avec ça, j'ai comme ça créé un pool que je vais utiliser. Et pour pouvoir l'utiliser, je vais tout simplement revenir ici, hop, je vais copier mon order task executor et je vais revenir dans mes services ici et dans mon async
ici, je vais tout simplement mettre, hop, ici, mon order task executor. Je reviens ici sur inventory, pareil. Je vais mettre ici, hop, ici, mon order task executor. Et pareil, sur mon invoice service ici, je vais mettre ici mon order task executor. Ça fait en sorte que je lie finalement le traitement asynchrone à mon pool que j'ai créé. Comme ça évite que, par exemple, si d'autres personnes essayent de créer du coup du traitement asynchrone, on soit tous du coup en train de créer des trades à la volée. On a un pool de trades qui a une capacité qu'on gère et qu'on sait que notre machine peut supporter. Donc, on va voir directement le test ici. Hop, je vais lancer là mon application. Je démarre l'application correctement. Je vais revenir ici, refaire ma requête. Hop, on va voir que c'est toujours instantané ici. Et si je reviens dans mes logs et que j'agrandis ici, ce qu'on va voir ici, hop, c'est qu'on va voir finalement les trades qu'on a créés. Donc ici, order async 1, order async 2, order async 3. Donc pour se rendre compte vraiment du système qu'on a mis en place, c'est que, admettons ici, on revient dans notre configuration async, on dit notre pool, on veut 2. Ce qui va se passer si je démarre mon application ici, c'est qu'on n'aura pas 3, on n'aura pas notre order async 3, parce que finalement, on a dit que notre core pool, il n'y en a que 2. Donc je vais refaire l'appel ici pour qu'on puisse se rendre compte de ça. Je démarre mon application ici. OK, c'est passé correctement. Si je reviens dans mes logs ici, vous allez voir ici qu'il va traiter uniquement avec order async 1 et order async 2 et après order async 2. Donc le premier qui a terminé va prendre la tâche. Donc maintenant ici, hop, pour bien comprendre finalement cette configuration, voici un exemple de flux. Donc ici, admettons, on a une nouvelle tâche qui arrive. Alors on a défini qu'on a 4 threads. Donc nos 4 threads, si ils sont pas tous occupés, il y a un des threads qui va prendre la tâche. Admettons maintenant ici que les 4 sont occupés. Si les 4 sont occupés, ici on va regarder directement la file d'attente. Est-ce que la file d'attente est pleine? Si la file d'attente n'est pas pleine, on va rajouter la tâche à la file d'attente. Un peu comme l'exemple qu'on a vu lorsqu'on a réduit à 2. Admettons maintenant que la file d'attente, elle est pleine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, OK, on a défini un max capacity, et le max capacity, on a dit que c'était 8. Ça veut dire qu'on va débloquer du coup de nouveaux threads pour pouvoir traiter finalement la tâche. Et donc ici, on va passer à 8 threads, finalement, si la file elle est pleine. Et pour finir ici, si nos 8 threads sont occupés et que notre file d'attente est pleine, là, on va faire du coup le call run policy pour dire finalement que si tout est plein, on n'a pas de capacité pour traiter la tâche, bon, on va forcer l'appelant, celui qui est en train de faire l'appel, d'exécuter lui-même finalement la tâche. Jusque-là, on a géré le scénario nominal. Dans le cas où tout se passe bien, on a juste fait des traitements asynchrones. Mais il peut y arriver des erreurs. Donc, par exemple, lors de l'exécution, lors de l'envoi de l'email ou par exemple lors de la création de la facture, il peut y avoir des erreurs. Donc, pour faire ça, on va simuler ici, par exemple, une erreur dans le service de génération de la facture. Donc, on va revenir ici, hop, dans notre invoice service. On va dire, par exemple, ici, hop, je vais commenter cette ligne. Et ici, ce qui va se passer, c'est que je vais throw une runtime exception, throw ici runtime exception. Je vais dire, par exemple, qu'il y a eu une erreur dans l'exécution. Si je démarre ici mon application et que je reviens ici, hop, ce que je vais voir ici, ce que je vais relancer mon appel, OK. Il dit bien que tout s'est passé, donc ça veut dire que tout a été vérifié. Mais maintenant, si je regarde mes logs ici, je vais voir du coup, app, que je vais avoir ici une runtime exception qui a été loguée tout simplement ici. Donc là, je vais avoir mon erreur qui est tracée. On peut mettre en place un exception handler qui va se charger finalement de loguer ou de faire des opérations par rapport à une exception qui va survenir lors du traitement asynchrone. Et donc pour ça, si vous n'êtes pas familier avec cette notion d'exception handler, j'ai fait un tutoriel que je vous mettrai dans la description de la vidéo. Pour ça ici, hop, ce qu'on va faire ici, c'est tout simplement revenir, app, ici, et on va dire, dans notre configuration ici asynchrone, OK, on se rappelle que dans notre async configurer, on avait aussi notre onCock exception handler. Donc ici, on va utiliser cette méthode pour pouvoir configurer finalement notre gestionnaire d'exception. Donc ici, je vais revenir, je vais bien sûr mettre en override, et donc ici, je vais mettre mon public app. Ici, je vais mettre async onCock exception handler, et je vais l'appeler ici app get exception handler, comme ça, OK. Et donc, moi, ce que je vais juste faire ici, hop, ça va être tout simplement de faire un return. Alors, là, ici, il faut voir qu'il y a le throwable dans l'exception, la méthode et les paramètres. Donc, moi, je vais détailler un peu ce log. Je vais mettre ici execution failed. Je vais mettre ici in méthode. Je vais mettre le nom de la méthode parce que je l'ai. OK. Je vais mettre ça ici à la ligne pour que ce soit plus visible. Donc, dans la méthode, je vais mettre méthode name. On va mettre ici with params. Je mets les paramètres aussi. Et je vais également ici mettre, hop, l'exception. Dans mon exception ici, je vais mettre tout ça à la ligne. Comme ça, ce sera plus simple. Hop, exception. Et ici, je peux mettre .get message et je passe ici mon exception. Donc là, je peux mettre ça comme ça à la ligne, comme ça. Donc du coup, ici, je prends juste l'exception, la méthode et les paramètres et j'affiche ce message. Donc juste avec ça, quand je fais ça, hop, je lance ici et je reviens là. Tout simplement, je vais relancer mon call. Hop, je fais mon post.
Ok, je vais revenir dans mes logs ici et je vais voir que je vais avoir mon log error qui vient du coup de mon async config qui correspond bien du coup au message que je définis ici. Il me donne les paramètres, il me donne les informations. Donc vous pouvez finalement gérer le message qui va être affiché, gérer le traitement lorsqu'il va y avoir une exception dans ces traitements asynchrones. Donc avec ça, on voit ici qu'on peut traiter finalement, on a notre exception handler, ça fonctionne un peu comme sur notre contrôleur advice. Donc ici, on a du coup notre exécution et on peut loguer, on a notre log qui est affiché ici correctement. Ici, on a vu cette manière de faire pour notre exception handler. C'est pas la seule façon de faire parce que pour le cas ici, on n'a pris que des méthodes qui font du void, mais il peut y arriver qu'on ait des méthodes qu'on veut faire de manière asynchrone, mais ces méthodes-là doivent retourner un résultat qui doit être utilisé plus tard, par exemple. Dans ces cas-là, on va avoir tout simplement les completable features. C'est des notions de concurrence que vous avez certainement déjà vues avec la programmation en Java. Donc, lorsqu'on a un résultat qui est void, du coup, on passe par notre async encore exception handler, qui va tout simplement nous permettre de gérer comme on veut. Donc, l'appelant, on n'attend pas le résultat, donc l'exception doit être captée par le handler global. Tandis que lorsque le résultat va avoir, par exemple, un impact sur la suite du traitement, on va utiliser les completable features. Par exemple, lorsqu'on met à jour le stock, on va peut-être avoir un booléen pour dire est-ce que ça s'est bien passé ou mal passé. Et dans ce cas-là, on va utiliser les completable features. On va pas revenir sur l'implémentation des completable features, mais si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc ici, l'appelant n'a pas besoin de connaître le résultat, il propage juste l'échec et peut déclencher du coup un rollback. Ça veut dire par exemple si c'est un traitement sur une base de données, lorsqu'on fait l'update du stock, on peut faire un rollback et propager l'échec pour dire effectivement l'opération ne doit pas se faire. Avant de conclure cette vidéo, il y a 3 pièges à connaître. Premièrement, on a le self-invocation, ça veut dire que si dans votre classe vous avez une méthode asynchrone, si vous l'appelez directement, ça va se faire de manière synchrone parce qu'il n'y aura pas le proxy spring qui sera mis en place. En deux, le contexte non propagé, donc par exemple pour le MDC ou bien pour le security context, ils ne vont pas traverser les threads async sans task decorator. Ça veut dire que si vous avez du traitement asynchrone et que vous n'avez pas de task decorator, finalement, vous ne pouvez pas avoir le security context qui sera utilisé, vous ne pourrez pas l'utiliser dans vos opérations asynchrones. Et en 3, les traitements asynchrones sont difficiles à tester. Vous pouvez pas mettre des thread slip dans vos tests, par exemple, parce que finalement, ça va ralentir si vous lancez tous les tests en même temps. Donc, c'est un peu plus compliqué à tester, mais ça se fait en utilisant, par exemple, des outils comme Awutility. Pour conclure cette vidéo, il est très important de comprendre qu'utiliser async partout, ça ne veut pas dire qu'on est prêt pour la production. Généralement, il faut avoir un exécuteur qui est configuré, surtout quand on utilise async, pour pouvoir finalement gérer le nombre de threads, parce que comme on a dit, la capacité de notre machine, elle est limitée. Donc, il faut faire très attention à ça. Donc, il faut combiner async avec un exécuteur configuré, un exception handler, et de cette façon, on peut dire qu'on est prêt pour la production. Ce sera tout pour ce tutoriel. Pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, le lien de la masterclass Spring Boot est en description, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos.